Karine. Bonsoir. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre du Salon d'expression populaire et de critique sociale, ça y est, j'ai réussi à le dire, d'Arras, puisque cette année encore, le salon n'aura pas lieu en présence, mais d'une certaine manière virtuellement. Nous avons pensé, à la faveur de la sortie de ton livre « L'aide », on a pensé à un entretien avec toi, d'une part sur ce roman et d'autre part sur Norlisk, puisque avant le roman, tu as écrit un document, on va dire, un récit de ton aventure, russe. Et voilà, alors, première question, comment traduit-on d'une certaine manière un documentaire en roman? Est-ce que le roman donne une certaine liberté que tu n'aurais pas dans le documentaire? Voilà, les premières questions qui me viennent à l'esprit. En fait, au départ, comme c'était une commande de récit de voyage, je m'étais dit, va donc à l'aventure dans le Grand Nord. Et j'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman, en fait, parce que à ce moment-là, j'écrivais un roman qui se passait en Colombie, donc c'était vraiment un grand écart, quoi. Et donc j'ai découvert Norilsk, mais vraiment sur le tas, hein, parce que j'avais fait aucune recherche. Bon, je savais grosso modo où c'était, mais généralement quand je fais des romans, je me documente beaucoup avant, etc. Donc quand j'arrive quelque part, je connais l'histoire, la sociologie, etc. Donc là, je connaissais rien, et donc j'ai découvert cette ville vraiment en live. Et en fait, je suis tombé amoureux, entre guillemets, de cette ville toute pourrie. Mais le temps que je finisse, alors j'ai fait le récit de voyage, mais le temps que je finisse mon roman colombien, il s'est passé plusieurs mois. Et en fait, c'est plutôt au dernier moment, quand j'ai commencé à finir mon roman colombien. Généralement, après un gros roman comme ça, qui prend beaucoup de temps, puis qui prend un peu la tête, parce que souvent c'est quand même un peu compliqué à écrire, on va dire. Donc souvent, je fais ou un scénario, ou un livre pour enfants, enfin un truc qui détend, en fait. Et puis là, c'est la première fois de ma vie où, en fait, j'ai décidé, je sais pas, 2-3 mois avant la fin de mon livre colombien, que j'allais embrayer directement sur la Russie, parce qu'en fait, ça me manquait. En fait, c'est pas tant la Russie qui me manquait que tous mes petits jeunes sibériens et sibériennes, là. Et ils manquaient tellement, d'autant que j'ai toujours en contact avec eux pendant un an, il s'est passé à peu près un an entre les deux. Et du coup, je me souviens, j'ai dû finir un 4 janvier la Colombie, et le 5, j'ai commencé la Sibérie, parce que ça me manquait. Il me manquait, en fait. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que tu dis que tu es tombé amoureux de cette ville, alors que quand on te lit, on sent bien qu'il y a un attachement qui se fait au fur et à mesure que tu la connais. Mais comment peut-on tomber amoureux d'une ville aussi pourrie, polluée, où il fait froid? L'hiver, très très chaud l'été, mais enfin toi c'était l'hiver, où quand même tu te rends compte, ce que tu dis, ce que tu ne peux pas dire, me semble-t-il, dans le document, mais que tu te lâches quand même un peu dans le roman, où il y a une mainmise, pas tellement de la police d'ailleurs, mais une mainmise... Oui, c'est l'univers panoptique de Foucault, en fait. Oui, absolument. C'est-à-dire que à la fois tout le monde se connaît, tout le monde. C'est pas tellement que tout le monde se connaît, c'est que tout le monde doute de tout le monde et que tout le monde peut être un ennemi. Tout le monde se sent surveillé, quoi. Et en fait, tu as rencontré plein de gens qui n'étaient pas ennemis entre eux, qui se lâchaient, par exemple le samedi soir ou le vendredi soir. Et donc, est-ce que c'est cela qui fait que précisément la vie domine et que tu as effectivement tellement rencontré de gens bien, on va dire, que la ville, qu'ils déteignent sur la ville, en fait, de certaine manière? En fait, c'est vraiment... si je n'avais pas rencontré ces jeunes, j'aurais certainement pas écrit de roman. C'est vrai que la ville, elle est spectaculaire dans son... délabrement, dans son froid, dans ses excès, en fait. Bon, alors, moi j'ai bien les excès, alors là c'est vraiment, tout est déglingué, c'est un ancien goulag, etc. Enfin, toute l'histoire de Norilsk, elle est déjà passionnante, mais je n'avais pas rencontré cette bande de jeunes, entre guillemets, mais je pense que j'ai eu vraiment de la chance, parce que je suis toujours en contact avec eux, depuis bientôt plus de 3 ans, en fait, et ce bar, en fait, je crois que c'est le bar, il est fédérateur
Le Zaboy, en fait, c'est un bar qui est fédérateur d'un type de personnes aussi, je pense. Après, moi, du coup, je connais que tous les gens du bar, on va dire, même s'il y a plusieurs bandes à l'intérieur. Mais si je l'avais pas rencontré, j'aurais pas écrit le roman. Parce qu'en fait, ils m'ont raconté tous eux, leur histoire. Et elle est tellement... les détails qu'ils racontent de leur vie, en fait, c'est tellement romanesque que je dis, mais en fait, je prends ça. Et en fait, tous les personnages de l'aide, c'est extrapolé de leur vie à eux, mais du coup, j'ai agencé ça parce que c'est du roman. Mais c'est que des histoires qu'ils m'ont racontées. Et du coup, en fait, limite, j'ai rien inventé. Enfin, c'est un peu comme mes autres livres. T'as construit, quoi. J'ai construit d'après tous ces éléments, mais surtout des éléments affectifs. Alors, il y a plein de choses autour de la Russie, de l'histoire de Norilsk que moi je trouve passionnant. Mais si j'avais pas eu de tendresse, en fait, c'est vraiment le mot pour moi qui revient sur cette ville. Et les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est la tendresse, en fait, quoi. Et je m'y attendais pas du tout, parce qu'on a tous des clichés sur les Russes. Ils sont russes, alors c'est vrai. Bonjour, merci, c'est pour les PD. Je traduis en russe, hein. Parce que c'est un sujet qui est quand même... et justement, comme c'est un sujet qui est... Vraiment, il faut être des vrais hommes là-bas et tout. Donc, évidemment, j'ai choisi 2 homosexuels, justement pour casser ce cliché, en fait, mais qu'ils véhiculent eux-mêmes aussi. Donc, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'à la fois, ils sont... Il y a des copains, enfin, on est devenus très vite copains, en quelques secondes. Et quand on les a vus le lendemain, on les a retrouvés, machin et tout. Tu bois un coup, il dit, non, attends, là, il y a ma femme qui est en train de coucher les enfants. Donc, moi, je bois pas un verre avant qu'elle arrive. Nous, on ne fait pas ça en Bretagne. Arrive, parce que là, on va avoir un petit peu de retard. Donc, ils sont aussi très surprenants, parfois, dans leur comportement. Il y a plein de choses super mignonnes, quoi. Alors, je ne sais plus si c'est dans le roman ou dans le récit, peu importe, mais à un moment, je vois des graffitis. Il y a zéro graffiti à Norilsk, en fait, quoi. Il fait trop froid, même les graffitis, même les mecs qui font un graffiti, ils décèdent. Puis moi, je vois des graffitis. Je dis, tiens, comme je ne lis pas le cyrillique, évidemment, je dis, tiens, qu'est-ce qui est marqué? Il me dit, c'est les prénoms d'enfants. Je dis, c'est bizarre, hein, pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, tu vois, juste en face, là, il y a la maternité de Norilsk, en fait. C'est un documentaire que tu dis. Ouais. Et en fait, c'est pour que les mamans puissent voir que les papas, ils écrivent le nom de... C'est trop choupi, je suis là, mais ils sont mignons, ces petits Russes, casser la gueule et puis après tout. Et tous les mecs que j'ai rencontrés, en fait, des fois, dans l'hôtel hyper pourri où on était, que des grosses mecs avec des grosses gueules, quoi, enfin, que des cosmonautes, mais trop bu, en fait. Tu vois, que des mecs comme ça, et tu dis, t'arrives au self du matin pour le petit-déj, ils te poussent, les bourrins et tout, quoi. Et puis, hop, tu les recroises à un moment, puis tu lui dis, t'es là aussi, puis ça va, tu fais des petits sourires. Et puis il y a un autre comme ça, là, puis eux, ils aiment bien les... nous, on avait Nounours quand on était petits, là, eux, c'est Mishka. C'est Mishka. Et Misha, en fait, c'est un prénom, en fait, quoi. Et puis, à un moment, il dit, tu t'appelles comment, Misha? Mishka. Et là, il était, Mishka. Alors là, c'est plus du tout. Comme ça, puis après, il dit, Mishka. Et puis après, tu te jettes dans ses bras, il dit, Mishka. C'est les Russes, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout et n'importe quoi. Mais moi, j'adore, en fait, en tant que Celte, Celte, sibérien. Enfin, j'ai retrouvé ça dans le Nord aussi. Là, je fais là où les gens t'accueillent, tu leur demandes rien. Alors, en Bretagne, on fait un peu la gueule, quitter et tout, quoi. Dans le Nord, en fait, t'arrives, t'es là, tiens, viens boire un verre. Donc là, tu dis, il n'y a même pas la phase. Alors, eux, c'est un autre trip. En fait, c'est que de la glace. Pas bonjour, pas au revoir, pas merci, rien. Mais quand t'es descendu, finalement. Mais tu pètes un tout petit peu la glace et là, ils te portent en triomphe. D'ailleurs, j'ai fait un mariage plus tard avec des Ukrainiens. Où je dis, grosso modo, c'est un peu les mêmes, en fait, quoi. Et pareil, c'était le père de la mariée, un gros mec, je dis, moi, je les connais, c'est mon nom, il s'appelait Misha, en plus. J'ai déjà fait le coup, je dis, Mishka. Et là, rebelote, Mishka. Et on a fini le mariage, j'étais une Hermine, mais en... j'étais, il me portait, comme c'était beaucoup plus gros que moi. Hein. J'ai sorti des mariages comme ça, et je faisais je peux pas le faire comme ça, mais voilà. Alors je tiens à préciser que c'est pas de la drogue, hein, je suis mis une clope dans une librairie, hein, c'est pas... Alors ce qui a fait le drôle, moi j'ai lu le premier, après le second, si j'ose dire. J'ai lu le roman, et après, je connaissais pas, je savais pas que tu avais écrit le premier, et après j'ai lu le premier.
Et j'ai trouvé ça, et quand j'ai retravaillé pour venir ici, j'ai refait la même chose. Et je pense que j'ai bien fait. J'ai retrouvé les personnages que tu avais vus, que tu avais connus, évidemment un peu transformés, mais en fait tout y est. Ouais, je pense Tout que y c'est bien est. dans ce sens-là, en fait. Tout D'abord le y est, ce roman et que tu as après... fait. Et j'ai trouvé que c'était... alors, ce que je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on est plus libre finalement de faire une histoire romanesque que de faire un document? Parce que d'abord, le document, il faut quand même qu'il soit juste. Tu peux pas t'amuser à transgresser ce que tu as vu. Enfin, tu peux toujours le faire, mais ça serait pas très sérieux. Alors qu'un roman, en fait, tout est permis. Et est-ce que tu aurais pu parler de toutes ces magouilles qu'il y a? Aurais-tu pu le faire dans le document? Non, parce qu'en fait, mais est-ce que tu l'as, excuse-moi, est-ce que ça, on te l'a dit? Est-ce que tu l'as compris? Ou est-ce que c'est une extrapolation? Non, on me l'a juste dit, en fait. C'est pour ça que je crois que je l'ai pas mis dans le récit. C'est qu'à un moment, bon, on parle de la mine, etc. Donc, première mine de nickel au monde. Donc, je sais plus combien de milliards ça génère. Enfin, c'est énorme. Et puis, vraiment, au détour d'une conversation, on dit « Ah ouais, bon, il y a 10% en fait qui disparaît tous les ans. » Et quand on voit l'isolement total de comment 10% de... Alors, après, j'ai vu qu'il y avait des lingots. Ah, c'est plus facile de détourner des lingots que la mine. Enfin, enfin, bon, je sais pas, il y a un matériel de dingue. On fait des lingots de nickel. Pardon? On fait des lingots de nickel. Ouais. Ah oui. Ouais. Je dis, ah bah tiens, des lingots, ça fait plus cow-boy et indien, en fait, quand tu peux voler des lingots ou des choses comme ça. Donc ça j'ai extrapolé, en fait, les 10%, parce que on se doute qu'ils vont dans les mains des oligarques, en fait, parce que, de toute façon, tous volent aussi. Hein. Tous volent. Alors, ils m'ont envoyé 1 milliard de photos où absolument tous volent, donc des bouts de pont, par exemple. Donc des fois, tu vois un pont, puis il en manque un tronçon. Ce qui ne sert pas à grand chose, on est d'accord, quoi. Mais tout se vole, en fait, quoi. Alors bon, alors j'ai vu alors pas Noris, mais des buildings qui tiennent avec des scotch. Parce qu'il y a des fissures, en fait, quoi. Il y a un budget fissure, en fait, mais bon, il a été barboté, donc on va mettre du scotch. Et les Russes adorent, en fait, ils envoient que des trucs viraux comme ça, en fait. Oh, tiens, regarde. Et tout déconne. À un moment, ils veulent. Alors, ça, c'est des vidéos que j'ai reçues aussi, mais ils adorent ça, en fait, quoi. Tout ce qui est russe est pourri et tout est volé. Donc, à un moment, et dès qu'ils essaient de faire un truc bien, ça marche pas. À un moment, il y a une tour qui doivent, un vieux château d'eau, qui doivent foutre par terre. Ils prennent des câbles avec des pelleteuses pour le tirer en arrière comme ça, et t'as les gens qui sont devant et tout, ouais vas-y pousse, puis à un moment, oh, ils ont pas bien les forces et tout s'écroule sur eux, qui écrase le camion, un énorme camion mais qui est aplati comme une merde. Alors ça ils adorent. Alors ça c'est 100% russe. Et je n'ai que des trucs comme ça en fait quoi. Alors du coup forcément c'est assez facile de monter des... Oui, de faire des montages après. Des montages, aucune route ne marche, parce qu'en fait, s'il faut du goudron et du sable, je ne connais rien en construction. Donc, ils achètent des 4x4. Bah, en tout cas, ils vont te voler le sable, par exemple. Donc, tu as du goudron, donc, donc la route, elle est totalement défoncée tout de suite, parce qu'ils ont barboté le sable, ou le goudron, selon la piste, en fait. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas la richesse de Poutine. Personne ne sait la richesse de Poutine. Enfin, vu ce qu'il a barboté, lui et ses potes. Sauf la vanille, peut-être. Mais de toute façon, bon, c'est offshore. Hein. De toute façon, il n'a pas sa fortune en roubles. Bah, bien sûr. On peut l'imaginer. Alors, peut-être on va terminer cet entretien. Je voudrais terminer sur là aussi une note... positive. Oui, positive, on va dire. Positive. Je ne sais pas si je ne suis pas sûre, tu vas voir. Il s'agit de Boris Ivanov, qui est donc un flic, qui a eu déjà des déboires, puisque dire ce qu'il a été obligé de... c'est pas lui qui l'a décidé, mais enfin on lui a dit, bien content de ne pas leur trucider, parce qu'il avait soi-disant, enfin pas soi-disant, il avait été honnête. Il avait été honnête. Donc, bêtement, il en a parlé à son chef, lequel chef était déjà dans la combine, donc il ne fallait pas le faire, et on l'a envoyé à Norlisk. Et il est quand même honnête, il y a un fond d'honnêteté. Et j'aime beaucoup la séquence où il rencontre justement cet oligarque, plus ou moins patron de la mine, enfin
frère du patron, enfin bon, quelqu'un de pas très intéressant. Et l'autre, alors il est vraiment, ouais, moi je vais faire de la chasse avec mes copains, on va chasser le renne, etc., etc. Et il a cette remarque qui m'a mais émue, t'imagines pas. Il te dit en lui-même, ben moi je suis plutôt pêche. Et je trouve que dans cette remarque-là, il y a tout lui. Il y a ce qu'il a abandonné. Il préfère la pêche parce que c'est un sport quand même tranquille, alors que l'autre, il est en train de trucider les rennes. Enfin, j'ai trouvé que dans ce petit bout de phrase, tu avais tout le portrait de Boris. Bah, Boris, pour moi, c'est ce bon gros russe qu'on prend pour un ours et qui a l'air hyper austère. Puis en fait, tu grattes un petit truc, puis en fait, tu te rends compte qu'il peut être tendre, gentil. Et avec sa femme, notamment. Bah oui, il a pris une petite, toute petite femme qui existe. Bah oui, parce qu'en fait, tu peux pas l'inventer, quoi. Il y avait une. Après, j'ai tout extrapolé. Notre petite guide, on l'appelait Bambi, elle était trop mignonne parce qu'elle avait des petits rennes sur son petit t-shirt. Elle était hyper canon, on a l'impression qu'elle avait 30 ans, on a l'impression qu'elle avait 12. Alors, oh, monsieur, petit. Et puis en plus, elle avait un truc. C'était notre guide, on l'a rencontré à Moscou pour aller à Norilsk. Oh là là, c'est quoi ce guide, quoi? Elle va nous amener, voir des poupées. Puis j'ai mon borgne et tout, j'ai dit, oh, ça va être pas ce truc. Et en fait, elle avait une petite tâche, donc c'est elle qui nous a amenés au bar, en fait. Hein. Donc c'est elle qui a été le vecteur, c'est la guide dont on pouvait rêver. Mais elle avait une petite tache de vin, en fait, sur le visage. Et elle a grandi à Norilsk, en fait. J'ai dit, c'est tellement pourri et tout, que du coup, la peau, elle est complètement agressée, parce qu'en fait, il y a une fille qu'on avait rencontrée dans un bar, elle dit, alors j'extrapole, enfin, je vais dans tous les sens, mais elle nous dit, vous me donnez quel âge? Alors certes, on était tous pétés, hein, mais on s'était dit, bon, une belle femme de 42 ans, et nous, gentlemen, on dit 35. Elle nous regarde et dit, j'en ai 22. Super, là on a encore. Bon, c'est l'anglais, oui, 22. Ouais, non, bon. Et donc, je dis, Et du coup, je lui dis, ouais, mais bon, cette tache de vin, en fait, du coup, c'est la pollution, parce qu'ils vieillissent trop vite, machin, etc. Du coup, j'en ai fait toute une histoire. Et la petite femme, en fait, c'était la copine d'un pote, mais toute petite. Et vraiment. Je suis pas grand, hein, quand même. Hein, même moi, là, elle m'est arrivée là, en fait, quoi. Mais pas naine. Vraiment toute petite. Enfin, comme ça, quoi. Un Vénédiquez, quoi. Et je dis, mais comment on peut être si petite? Du coup, je me dis, oui, mais bon, la pollution, le machin. Et de mettre cet ours honnête, avec ses vieux pulls qui pluchent, avec une petite fée à protéger, en fait, et qui est souffreteuse, parce que, avec l'air ambiant, on meurt vite. Et pour moi, ça représentait vachement les livres de Svetlana Alexievich, en fait, quoi, qui sont hyper émouvants sur l'amour russe, en fait, quoi. Et du coup, j'ai remis un peu tout ce qui fait la tendresse, en fait, des Russes. Et surtout, pour moi, ce qui est terrible, en fait, c'est que aucun éditeur russe, je pense, n'aura prendra, je vais pas dire le courage, mais plutôt le risque de traduire l'aide. Bien sûr. Parce que ça va beaucoup trop. Enfin, c'est trop. C'est pas du tout Navalny, parce que je pense que c'est autre chose. Mais c'est complètement pas du tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Le KGB, tout ce qui est sécuritaire, poutinien, etc. Et si un éditeur éditait ce livre, comme en plus il y a 2 homosexuels, ce serait pas possible. La maison d'édition deviendrait agent de l'étranger, parce qu'en fait tout ce qui est pas 100% pro-Kremlin est tout de suite taxé d'agent de l'étranger, donc qui est une façon de les éliminer, en fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, moi je pense que l'aide c'est un vrai hommage au peuple russe, et que, j'espère en tout cas que les gens en le lisant, ils se diront, j'ai une autre image de la Russie qui n'est pas l'image qu'on en a, parce que souvent les nouvelles qu'on en a, c'est des nouvelles... Je pense que c'est une réussite, pas seulement de ce point de vue-là, mais aussi de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Caril. Et j'invite donc à lire évidemment L'aide et Norilsk. Ah ouais, c'est hyper poilant.